Bonjour, ici Philippe Fulsac. Dans cette petite activité, j'aimerais voir si on peut prétendre jouer aux échecs euh, via la programmation. Et je vais choisir comme langage le langage que je connais bien, à savoir le langage de programmation R. Donc j'ai intitulé cette vidéo Ayons l'air de jouer aux échecs. Je dis ça parce que je ne suis pas un grand amateur de jeux de société et je ne joue pas aux échecs. Je suis vraiment un très piètre joueur. Mais malgré ça, le jeu d'échecs a un certain, évidemment, intérêt. Et j'ai simplement essayé de regarder quels étaient les programmes disponibles aujourd'hui pour très simplement jouer aux échecs ou programmer un jeu d'échecs dans un langage que beaucoup d'étudiants apprennent euh, assez rapidement, assez tôt. Donc vous allez voir que sans grande connaissance, vous pouvez très facilement euh, jouer aux échecs ou demander à votre ordinateur de jouer aux échecs. Et vous pouvez même développer votre programme d'échecs vous-même. Donc dans cette très courte vidéo, je ne pense pas que je vais que cette vidéo va prendre beaucoup de temps. Je vais en fait parcourir trois aspects, donc trois activités, trois courtes activités. Dans la première, je vous montrerai comment nous pouvons lire et rejouer des jeux à l'intérieur de R, de la plateforme R. Dans la deuxième activité, je vous montrerai comment nous pouvons écrire nous-mêmes notre propre moteur d'échecs, donc pour demander à l'ordinateur de jouer automatiquement aux échecs contre quelqu'un, par exemple contre vous-même. Et dans la dernière activité, je vous montrerai comment utiliser un oracle et j'expliquerai ce mot. Alors commençons par la première activité, rejouer un jeu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un jeu de données qui s'appelle le jeu de données Lichess et je l'ai téléchargé de la base de la plateforme Kaggle et je vais rapidement vous montrer de quoi il s'agit. Donc vous voyez là, vous avez donc 20 000 jeux. 20 000 jeux, euh, une ligne de, une ligne de données par jeu. Et vous avez de l'information, évidemment, quelle est la couleur qui gagne, qui joue, etc. etc. D'accord? Donc, vous avez le type d'ouverture, le jeu qui est là, etc. J'y reviendrai, d'accord? Qui joue, etc. Et puis évidemment le statut final du jeu, d'accord? Donc ça un bon moyen euh, un bon moyen de commencer. Alors je vais simplement le lire dans R et je vais vous montrer le début du fichier. Donc c'est très simple de lire ça dans R. Vous utilisez la fonction read.csv, d'accord? Et voilà votre jeu de données, d'accord? Donc, vous avez aussi le score du joueur blanc, le score du joueur noir, d'accord? Et la partie est là, dans la colonne Move. Donc, c'est cette partie qui va nous intéresser. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous regardez, si vous regardez la colonne Moves et vous prenez le premier jeu, vous voyez que c'est une chaîne de caractères et les coups sont séparés par un espace blanc, c'est le séparateur. D'accord? Donc, ça, le 1 réfère à la première partie. Évidemment, si je veux prendre la 19e partie, j'ai une autre partie qui est peut-être plus longue, etc. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la librairie StringR pour mettre un peu d'ordre là-dedans. C'est pas vraiment nécessaire, mais ça me simplifie la vie. J'ai pas besoin d'écrire ma fonction moi-même. Et je vais donc extraire le mot numéro 4 dans
dans cette série de moves. D'accord? Alors, je vais de nouveau vous réafficher le 1 ici, d'accord, le jeu numéro 1. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Voilà. Et donc, vous voyez que le quatrième mot, bon, vous voyez ce que c'est, et donc vous voyez en effet que c'est C6. Donc, la fonction Word fait la chose qu'il faut. D'accord? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais charger la librairie RChess, d'accord, dans mon environnement, tout simplement parce qu'elle va me permettre très facilement, elle va me simplifier la vie pour visualiser le jeu. Encore une fois, ce ne serait pas très difficile d'écrire votre propre fonction pour le faire, mais c'est plus simple tout simplement de le faire comme ça. D'accord? Alors, ici dans le jeu, vous avez 13 coups, hein, ça c'est le nombre de mots qu'il y a, maximum. D'accord? Et si je regarde le premier jeu, le voilà, hein. Donc ça c'est l'état initial du jeu, bien entendu. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le prochain coup. Je vais tout simplement incrémenter un compteur et prendre le prochain mot et utiliser le move. D'accord? Donc je vais utiliser la fonction move et l'appliquer à la position en courante. Et je vais plotter la position courante. Puis si j'ai atteint le maximum, je m'arrête. Donc allons-y, commençons le jeu. Donc voilà, ça c'est le premier coup. D'accord? Euh, et puis on continue. Donc là, je suis en train de jouer aux échecs dans R. D'accord? En suivant une partie qui a déjà été jouée. Et donc, je vais jouer les 13 coups. D'accord? Voilà. Et ça va se terminer. Voilà. Là, on a fini. D'accord? Et donc, voilà, c'est la fin de cette première activité. Donc, vous voyez que vous pouvez très bien jouer aux échecs dans R très facilement avec ces quelques fonctions. Maintenant, passons à la deuxième activité. Regardons si on peut écrire un moteur. D'accord? Alors, pareil, je vais commencer depuis le départ. D'accord? Alors, je peux regarder les les coups admissibles à partir de la position courante. D'accord? Donc, je suis dans la position courante et j'analyse, je regarde la liste. Je veux faire la liste des mouvements admissibles. D'accord? Juste pour ne pas pour ne pas vous perdre, hein. Euh, le- ne- l- Ce que j'avais ici, c'était simplement des commentaires. Et donc là, vous avez la liste des mouvements admissibles. D'accord? Alors là, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre tout simplement un des mouvements admissibles, une des cases admissibles ici, ou un des mouvements admissibles, et simplement choisir un de ces mouvements. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais générer une fonction getRandomMove qui va tout simplement choisir aléatoirement un des mouvements parmi ceux admissibles. Donc ça veut dire que je vais jouer au hasard. Et donc voilà un exemple de stratégie de jeu au hasard, hein. J'initialise un nouveau jeu et tant que le jeu n'est pas fini, je fais un mouvement aléatoire, hein, que ce soit un joueur ou que ce soit l'autre. D'accord? Alors on y va. Alors le jeu va pas forcément se terminer par un échec et par un mat, hein. Vous voyez que là, il va y avoir souvent, quand on joue au hasard, bon, il peut y avoir d'autres résultats qu'un mat. D'accord? Je vais juste vous sélectionner un cas où on arrive effectivement à échec et mat et je vais vous plotter cette position. Donc voilà, on a une position où on a une position d'échec et mat ici. D'accord? Et voilà. Donc visiblement, le roi blanc est en difficulté et il est cuit. D'accord? Bon. Et donc dans ce cas-là, d'accord, vous vous attendez à ce que, oui, le jeu est fini. Euh, il y a échec et mat et effectivement, le roi blanc est en échec. Voilà.
Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, dans cette activité, ce que je voudrais, c'est en fait, ce que je voudrais, c'est développer écrire mon propre moteur d'inférence ou moteur pour jouer aux échecs. Donc l'idée, c'est d'écrire une fonction ou quelques fonctions en R, d'accord, et tout simplement permettre à ces fonctions de jouer automatiquement contre un adversaire. Alors la première fonction que vous allez écrire, c'est une fonction qui va évaluer votre position, d'accord? Et on va faire ça très très simple. On va dire, ok, bon, bah, si d'abord on va regarder si le roi noir est en échec. Dans ce cas, on retourne moins 1000. Non, le roi blanc est en échec. Dans ce cas, on retourne moins 1000. C'est le score est négatif quand les blancs ont un désavantage sur les noirs et vice-versa. D'accord? Et vice-versa. Donc si on peut tester aussi si les blancs gagnent, d'accord? Donc on va retourner moins 1000 dans le cas où les noirs gagnent, 1000 dans le cas où les blancs gagnent, hein, et dans le cas d'un nul, on va retourner 0. D'accord? Et alors là, l'idée, c'est très simple, hein, c'est qu'on va tout simplement regarder toutes les... Alors on va juste regarder la valeur des pièces. Alors, la reine vaut. Donc, on va regarder. Bon, il y a qu'une. Il peut y avoir plusieurs reines, hein, si vous avez transformé un pion en reine. D'accord? Donc, voilà, vous allez simplement analyser vos pièces et regarder leur valeur. Alors, bon, quelqu'un a décidé que la reine valait 9, euh, que la tour valait 5, que le fou valait 3 et que le cavalier valait 3 et que les pions valaient 1. D'accord? Donc tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous calculez le score des pièces. D'accord? Peu importe leur position, je répète, hein, c'est uniquement la valeur matérielle. Hein, donc c'est vraiment une évaluation très grossière de la valeur du jeu. Hein. C'est juste pour vous montrer l'idée. D'accord? Et ensuite, donc là, vous allez la valeur matérielle dans le camp des blancs, la valeur matérielle dans le camp des noirs, d'accord? Et après ça, bon, vous allez construire votre score comme la différence entre le score blanc moins le score noir. Donc évidemment, un score positif indique un avantage matériel pour les blancs, mais vous allez rajouter tout simplement une seule évaluation d'interaction, on peut dire, qui est regarder le roi. Est-ce que le roi est en échec? Et donc, si le roi noir est en échec, ça nous donne un point pour les blancs. Et si le roi blanc est en échec, ça fait un point pour c'est moins un. D'accord? Le score est moins un. Donc, vous allez donc calculer le score total par cette méthode très simple. Évidemment, c'est juste un exemple. Vous pouvez rendre ce calcul aussi sophistiqué que vous voulez. D'accord? Donc voilà, donc vous avez le score matériel des blancs moins le score matériel des noirs, plus un score qui est soit plus un soit moins un suivant que c'est le roi blanc ou noir qui est, c'est le roi noir ou blanc qui est en échec. Et donc, une fois que vous avez défini votre fonction là, hein, eh ben vous pouvez l'appliquer à un jeu, évidemment. Et comme on a terminé par un échec des blancs, d'accord, ici vous voyez bien que notre fonction correctement évalue à moins 1000, hein, ce qui est bien ce qu'on voulait. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser cette fonction d'évaluation d'une position, d'accord, et on va développer une fonction qui va calculer le score minimax euh, à une certaine profondeur à partir d'un jeu de départ qui s'appelle ici Chess Game. Ok. Donc, qu'est-ce que va faire cette routine? Essentiellement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va inspecter tous les chemins, hein, et elle va s'appeler récursivement. Vous voyez que la fonction est récursive puisqu'elle est là, d'accord, et vous la voyez aussi là, d'accord. Donc vous l'appelez d'abord au niveau profondeur, qui est ici, le paramètre de profondeur. Donc si vous voulez inspecter par exemple une profondeur de 4, d'accord, au coup suivant, eh ben, il y aura une profondeur de 3, d'accord. Donc récursivement, vous allez comme ça regarder tous les chemins et toutes les positions, d'accord. Alors ensuite, une fois que donc vous allez calculer donc
le max des moves pour un joueur et le min des moves pour l'autre, d'accord? Ça, c'est la stratégie minimax. Et donc, vous allez ensuite encapsuler cette première fonction, qui est la fonction minimax scoring. Vous allez l'appeler et pour sélectionner maintenant le meilleur coup. D'accord? Et donc, le meilleur coup va effectivement utiliser la fonction minimax scoring. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement descendre à une profondeur de 1 parce que malheureusement, R est très lent. Il faudrait pouvoir faire des calculs, il faudrait pouvoir exporter les calculs ou réécrire la routine de manière plus convaincante, peut-être en Fortran ou en C ou en C++ pour devenir plus efficace. Mais de toute façon, je ne vous montre que le principe. D'accord? Donc voilà, maintenant, alors évidemment, euh, si on est blanc, on retourne le coup qui maximise le score. Si on est noir, on retourne le coup qui minimise le score, hein. Et s'il y a plusieurs scores qui se valent, et ben tout simplement, et c'est ce qu'on utilise ici, la fonction sample sert à ça. Donc, on tire au hasard un des coups disponibles si on a des ex aequo au niveau du score. D'accord? Donc voilà, on, ré- on définit cette fonction, hein. Et maintenant, on peut donc définir une fonction pour jouer 10 jeux, on va dire. On choisit d'appeler un joueur, une couleur qui sera le joueur minimax, par exemple blanc ou par exemple noir, c'est-à-dire le joueur qui commence. Et donc, on va simplement appeler nos fonctions. On va initialiser un jeu. Voilà. Donc, on va répéter 10 fois. On va répéter 10 jeux ici. Et pour chaque jeu, tant que le jeu n'est pas fini, donc on initialise d'abord le jeu, puis tant que le jeu n'est pas fini, eh ben, on alterne. Si on est le player minimax, donc le joueur qui commence utilise la stratégie minimax, et l'autre joueur, l'opposant, utilise une stratégie aléatoire. D'accord? Donc ici, vous avez la stratégie minimax et ici, vous avez la stratégie aléatoire. D'accord? Et donc, on va essayer de voir si, une fois qu'on a joué ces 10 jeux, on enregistre chaque fois le résultat de chaque partie et on résume par une table le résultat de ces 10 jeux. Alors, j'ai fait tourner ça. Je ne vais pas vous faire tourner en direct parce que ça serait trop long. Mais j'ai fait tourner ces 10 jeux et j'ai trouvé donc que si on commence par blanc, effectivement, eh ben, vous voyez, blanc gagne par un échec dans les 10 coups. Et en fait, euh, euh, le blanc gagne 10 fois. Voilà. Donc, vous pouvez aussi fonctionner autrement, hein. Vous pouvez tout simplement, eh ben, vous pouvez simplement commencer votre jeu ici. Et puis jouer votre jeu ici. Donc là, j'ai simplement, au lieu de faire 10 jeux, j'en fais un. Et à la fin de ce jeu, je fais la même chose. Le premier joueur qui est white ici, blanc, joue minimax. D'accord? Et voilà. Donc, je laisse, euh, je laisse le jeu se dérouler. Vous voyez que c'est un petit peu long. Voilà. Donc, voilà. Euh, alors, je me suis rendu compte qu'en utilisant ces routines, d'accord, il y avait quand même quelques petits problèmes, d'accord. Je reviendrai peut-être à ça. Par exemple, là, il me semble bien que c'est euh, en fait noir qui gagne 10 fois, d'accord. Mais peu importe,
ça, il s'agit peut-être d'un bug. Ici, le jeu semble effectivement fini par un échec. J'essaie de regarder là ce qui se passe. Ah oui, effectivement. Donc là, ça fonctionne bien. Le roi noir a perdu, d'accord. Et bon, je n'exclus pas qu'il y ait peut-être quelques petits problèmes, mais le but était simplement de vous montrer le principe. Et je pense que c'est tout à fait correct comme principe. Alors ensuite, on va être plus ambitieux. Euh, En fait, on va vouloir utiliser un outil beaucoup plus puissant. Et donc, dans la troisième activité, je vais vous montrer comment utiliser un oracle. Alors, on va utiliser tout simplement le meilleur joueur d'échecs au monde, qui n'est pas humain, Stockfish. Et on va utiliser la librairie Big Chess dans R, une bibliothèque R, pour interagir via la norme UCI. Donc ça c'est Universal Chess Interface, avec des moteurs performants, donc Stockfish, et des bases de données de jeu. Donc on peut faire énormément de choses, mais je vais me limiter à une seule tâche, qui est l'évaluation du jeu. Évidemment, vous avez vu que dans l'évaluation du jeu, j'avais gardé cette évaluation à un niveau très très simple, simplicissime, ok? Simplicissimus, ok? Puisque j'avais vraiment regardé que la valeur matérielle et j'ai vraiment pas regardé les interactions entre pièces, et sauf le cas d'un échec. Donc c'était vraiment très très limité. Évidemment, on peut faire beaucoup mieux. Et donc l'idée, c'est d'utiliser un moteur d'inférence beaucoup plus poussé, Stockfish, et d'interagir depuis R avec ce moteur d'inférence qui joue très bien pour essayer d'évaluer des positions. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire là, dans cette troisième partie. D'accord? Alors je vais essayer de retrouver le début de la troisième partie. Juste une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ok. Donc, j'utilise la librairie. Donc, je vais simplement j'ai installé la librairie Big Chess. Ok. Euh, et une fois que je l'ai chargé, je peux regarder des fonctions telles que analyse position, analyze position. Ok. J'ai téléchargé le moteur d'inférence Stockfish et j'ai pris cette version. D'accord. C'est pas la version la plus rapide, mais c'est une version qui tourne sur beaucoup d'architectures. En particulier, marche très bien sur mon ordinateur. Et donc, vous pouvez voir que, eh ben, essayons-le tout simplement. Hein. Essayons essayons d'analyser une position. Et je vais regarder la position en notation simple. Je vais regarder cette position. Et voilà. Et donc, vous voyez que la fonction tourne et qu'on a effectivement une série de diagnostics qui est retournée par la fonction. Donc, ça marche parfaitement. D'accord? Alors, c'est peut-être bon, analyser la position, ça, je trouve ça un petit peu moins facile à comprendre que analyser un jeu, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, vous pouvez faire ça aussi en ligne. Vous pouvez charger cette adresse et donc analyser votre jeu en ligne, de- ce qui passera encore par Stockfish. Mais ce que j'ai fait plutôt ici, c'est que j'ai utilisé la fonction analyse jeu, analyze game, ok, en utilisant le même moteur d'inférence, mais en partant d'une configuration, ce qui me semble plus intéressant. Et donc la configuration que je prends, c'est celle-là, c'est celle qui est listée dans le manuel de Big Chess. Alors le manuel de Big Chess date de 2022, et alors voilà ce qu'on lit dans le manuel. D'accord? Donc ce qu'on lit dans le manuel, c'est qu'avec cette configuration, donc, on analyse le jeu, d'accord, avec à une profondeur de 20 coups. Donc, vous voyez, on est loin du 1 coup, 2 coups en R. Hein. En R, j'ai essayé 2 coups, 1 coup, 2 coups, c'est possible, mais on attend littéralement un quart d'heure avant, à une profondeur de 3 ou 4 coups, on doit attendre un quart d'heure par coup. D'accord? Là, on va essayer à une profondeur de 20 coups avec un engin beaucoup plus puissant. D'accord?
Donc là, dans le manuel de Big Chess, on atteint un score de 62 pour en descendant une profondeur de 20, et c'est le score optimal avec ce départ. D'accord? Alors donc, essayons de le faire tourner maintenant. Je sais que ma version est postérieure puisque je viens de la télécharger. En fait, ma version, c'est celle-là. D'accord? Donc c'est la dernière, j'ai téléchargé aujourd'hui, donc 17 mai 2024. Et donc j'étais curieux de savoir si on allait générer la même chose ou non. Allons-y. Alors vous voyez, c'est très rapide, d'accord? L'analyse est très rapide, on a donc une profondeur de 20 coups, d'accord? Et on a effectivement amélioré le score puisqu'on arrive à un score de 72. Voilà, that's all folks. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir montré qu'on peut très facilement jouer aux échecs dans R. Enfin, en tout cas, je ne dirais pas jouer aux échecs, mais avoir l'air de jouer aux échecs.